Bonjour à tous. On va commencer la conférence maintenant. Anne-Claude Petit est en route, donc elle va nous rejoindre d'ici quelques instants. Donc bonjour à tous et bonjour aux intervenants, avec qui j'ai eu le plaisir de préparer de manière assez intense et extrêmement fructueuse cette conférence, qui est en fait la seconde d'un cycle qu'on a initié l'année dernière, en 2017. Pour se confronter aux objectifs de la région en matière de réduction des déchets, et notamment à l'objectif 2020. 2020 étant une date clé pour la région, pour le sol de PACA, puisque les sols seront saturés en termes de capacité d'enfouissement et d'incinération des déchets. Alors, cette année, la conférence s'inscrit dans un contexte encore plus important, et vous le verrez à travers les interventions des différentes personnes qui sont à cette table, puisque le plan régional de prévention et de gestion des déchets, si vous entendez le terme de PRPGD, ça correspond au plan régional de prévention et de gestion des déchets, est en cours d'approbation au niveau du conseil régional, après la réunion de plusieurs CCES, des commissions consultatives d'élaboration et de suivi, qui ont réuni un grand nombre d'acteurs, au moins 80 d'entre eux, qui sont membres de droit de cette CCES. Alors, pour aborder cette question de l'économie circulaire et de la gestion des déchets, qui s'inscrit, elle aussi, dans un contexte encore plus large, correspondant à la publication par le ministère de la Transition écologique et solidaire il y a quelques semaines de ce qu'on a appelé la feuille de route pour l'économie circulaire. Et donc, pour traiter de cette question économie circulaire et gestion des déchets, comment les acteurs privés et publics peuvent-ils bâtir une dynamique régionale, sont présents Véronique Lambert, qui va intervenir en premier. Bonjour Anne-Claude Petit. Chef de projet de la stratégie régionale de l'État en matière des déchets, chargé de mission régionale déchets à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement en région PACA, abrégé en DREAL. Anne-Claude Petit, qui vient de nous rejoindre, conseillère régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est membre de la commission environnement qu'elle gère, environnement, mer et forêt, en charge du plan régional de prévention et de gestion des déchets. C'est donc Anne qui gère la CCES du PRPGD. Et puis Alexander Mallison, qui vient de prendre les fonctions de directeur régional Méditerranée et Sud-Ouest, donc PACA plus Occitanie, de Veolia Recyclage et Valorisation des déchets. Et Marc Marcelin, qui est premier vice-président de la Confédération de l'artisanat et des entreprises du bâtiment des Bouches-du-Rhône, la CAPEB 13, et président aussi des entreprises de proximité de la région PACA, UDPR PACA. Pour ce qui me concerne, Xavier Corval, je dirige l'entreprise Ecosphère, qui est installée en région PACA sous le nom de Ecosphère Prospective RSE, et qui depuis 2012, donc bien avant toute la tension médiatique, sociétale, politique et réglementaire portée à la réduction du gaspillage, depuis 2012, conçoit et gère des dispositifs de réduction du gaspillage et d'amélioration des conditions de revalorisation de tous les produits invendus, invendables, qu'on appelle dans notre langage des futurs ex-déchets, qui sont émis des activités des acteurs professionnels de la grande distribution aux hôpitaux. J'aurai l'occasion de vous en dire quelques mots. Et ce qui m'a particulièrement intéressé dans la construction de cette table ronde aujourd'hui, je vais vous le confier immédiatement, c'est qu'on puisse, en région PACA comme ailleurs, et notamment sur la politique de réduction des déchets, éviter ce que j'appelle le syndrome Berge-sur-Seine à Paris, où en fait on prend des décisions qui sont de bon sens, des objectifs de bon sens, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et donc de diminution de la pollution de l'air. Mais en fait on prend des décisions et puis on ne se soucie pas, dans le temps où on a pris ces décisions, de l'impact immédiat sur les activités économiques ou sur le comportement des usagers. Et on se trouve dans des situations un peu bloquantes, comme c'est le cas à Paris. Et donc, pour rentrer dans une dynamique qui est déjà initiée par des acteurs d'intelligence collective sur la mise en œuvre de décisions d'intérêt général partagées par les acteurs, eh bien, ce matin, l'ensemble des personnes qui sont présentes, je les en remercie à nouveau, vont intervenir de la manière suivante, présenter leur structure et très rapidement leur contribution à cette dynamique qui est en train de se construire, économie circulaire et gestion des déchets. Et puis ensuite, on passera à des questions pour l'ensemble des intervenants sur les solutions et sur les conditions de réussite de la mise en œuvre de cette stratégie d'intérêt général pour la réduction des déchets en région PACA. Alors, Véronique Lambert, je vous ai présenté, désormais je
vous propose de commencer cette conférence puisque la DREAL en région PACA a eu une politique extrêmement volontariste, plus avant-gardiste que dans notre région, qui aujourd'hui vient soutenir la politique du Conseil régional. Oui, bonjour à tous. Donc, d'abord, pour vous présenter très rapidement la DREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. C'est la représentation régionale d'une grande partie de la politique en fait, du ministère de la Transition écologique et solidaire. D'autres services de l'État travaillent aussi en région, bien sûr, avec le MTES, mais la DREAL porte la plupart des politiques, effectivement, sur le territoire à ce sujet, et notamment en matière de déchets. Pour la DREAL PACA, aujourd'hui, je représente la partie inspection des installations classées. Donc, il y a un certain nombre d'activités économiques sur le territoire qui relèvent de cette législation, et donc je représente l'inspection de ces installations. Donc effectivement, l'État, on a souvent en fait reproché à l'État en PACA de ne pas nécessairement aller au bout de ses compétences sur le terrain pour améliorer la situation de gestion des déchets, qui est vraiment en retard par rapport à d'autres régions. Et donc, à l'aube des lois sur la transition énergétique et sur la loi NOTRe également, qui a donné la compétence de planification au Conseil régional, le préfet de région a décidé de missionner la DREAL pour élaborer ce qu'on a appelé une stratégie régionale en matière de déchets de l'État, vraiment portée par l'État. Donc c'est une initiative vraiment made in PACA qui consiste à aller au-delà de la compétence régalienne justement que nous demande d'exercer le ministère sur le territoire au travers des actions nationales qui sont décidées par le ministère et qui doivent être déployées par les inspecteurs sur le terrain. Donc très concrètement, cela veut dire qu'au-delà de l'action habituelle sur les installations classées pour la protection de l'environnement, donc parmi lesquelles on compte bien sûr toutes les installations de gestion des déchets, les incinérateurs, les décharges, les installations de compostage, etc., mais pas seulement, on va chercher non pas l'aval de cette action régalienne sur le terrain, mais on va aller sur l'amont en fait. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser de plus près à la législation sur les déchets. Nos inspecteurs sur le terrain la manipulent déjà, mais cette stratégie veut aller chercher une compétence plus systématique et une action plus systématique au titre de la législation sur les déchets. Donc, qui est aussi dans le Code de l'environnement, mais qui est un titre séparé de la législation sur les installations classées. Donc, pour vous donner un exemple, en septembre 2016, en région PACA, la DREAL a initié sur la même semaine une action d'inspection sur l'ensemble des décharges qui sont en exploitation sur la région PACA. Et on est resté 2-3 heures. Alors, attention, on les inspecte tous les ans, ces sites-là. Voilà. Donc, sauf que cette année-là, on a décidé de faire une action particulière, justement pour aller responsabiliser l'amont de la chaîne, c'est-à-dire ceux qui envoient les camions sur les décharges, et pas seulement les exploitants des décharges, parce qu'ils ont aussi bon dos quand même, faut bien le dire. Voilà. Donc, ils font des erreurs, c'est sûr. On est là sans arrêt derrière eux tous les ans, sur 1, 2 à 3 inspections selon les sites. Mais il nous semblait important d'aller chercher l'amont de la chaîne. Et donc, quand on a trouvé des camions qui arrivaient remplis de déchets d'emballage, de carton, de plastique ou remplis de biodéchets, eh bien, ces déchets sont tout simplement interdits en décharge. Sauf que jusqu'à présent, on n'allait pas chercher la responsabilité des gens qui les envoyaient. Donc là, on a verbalisé les gens qui ont envoyé des camions sur ces décharges. Donc on a dressé une bonne vingtaine de procès-verbaux sur l'ensemble de la région PACA au travers de ces inspections sur une quinzaine donc, de décharges que compte la région. Donc ça a fait un petit peu de retentissement parce que sur la vingtaine de procès-verbaux, on a touché tous les types d'acteurs, autant les collectivités que les maîtres d'ouvrage de chantier, que des entreprises privées, que des grandes enseignes de la distribution, du BTP, de l'alimentation. Donc on s'aperçoit qu'en fait, il y avait une prise de conscience non pas sur un seul type d'acteur, mais sur la totalité des acteurs de la région, en fait. Voilà. Et donc, ça a été une première action. Et l'autre action que porte aussi cette stratégie, c'est un accompagnement fort du Conseil régional pour élaborer son plan, là pour le coup.
son plan. Et donc, c'est la première chose qu'on a faite, en fait. On a fait un premier diagnostic au printemps 2015 et on l'a apporté au conseil régional. Le préfet de région l'a envoyé au président de région en décembre 2016, à l'aube de la première commission d'élaboration du plan. Et un dire de l'État a également été élaboré et envoyé par le préfet de région de nouveau au président du conseil régional pour lui faire part de ses principales recommandations quant à cette planification. L'État s'assure évidemment de la conformité du plan au fur et à mesure de son élaboration avec le Code de l'environnement et donne toutes les données nécessaires du côté des ICPE au Conseil régional que l'on accompagne. Le but de cette stratégie, je pense que vous l'aurez compris, c'est bien de ne pas marcher sur les plates-bandes du Conseil régional et que chacun reste bien dans son domaine de compétences. L'État est compétent sur la coercition, sur la responsabilisation administrative et pénale des producteurs de déchets. Le Conseil régional est compétent en matière de planification. Et donc, il convenait de mettre en place une action complémentaire, concertée et vraiment pour la rendre plus efficace et plus pertinente sur le terrain. Pour l'instant, ça porte ses fruits, mais on a encore beaucoup de travail. Voilà, je pense que j'ai fait une transition vers la planification qui peut donner la parole à Claudius Petit. Alors, on va porter une attention particulière à faire comprendre qui fait quoi. Vous venez de commencer de le faire. Donc l'ADRIAL, service de l'État, réglementation, inspection, coercition, aide à la planification, que va présenter Anne-Claudius Petit. Il y a des acteurs qui pourraient être présents à cette table, comme l'ADEME, qui vient dans le cadre du contrat de plan État-région soutenir l'action de planification de la région, qui n'est pas présent parce qu'il fallait aujourd'hui donner la place aussi à des acteurs privés, à côté des acteurs publics, pour définir cette stratégie régionale. Anne-Claudius Petit. Bonjour à tous, excusez mon petit retard. Alors, effectivement, la région a hérité de cette compétence de planification depuis le 1er janvier 2016. Auparavant, c'était les départements qui avaient cette compétence. Et en fait, il y avait différents plans départementaux en fonction des déchets, les déchets dangereux, etc. Donc là, ce qui est simple, c'est qu'en dehors des déchets nucléaires, en gros, la planification concerne l'ensemble des déchets. C'est vrai qu'on parle souvent d'économie circulaire à propos du tri, des ordures ménagères, des emballages, etc. Mais la planification, elle concerne vraiment l'ensemble des déchets. Et il faut savoir que sur le volume... L'histogramme dont je te parlais, il est page 32. D'accord. Pour donner une idée de volume, les déchets du BTP, ça représente à peu près 14 millions de tonnes produits en 2015. Donc par rapport au... je ne sais plus, c'est beaucoup moins de 2 millions de tonnes d'ordures ménagères. C'est presque rien. Donc, j'ai apporté quelques éléments qui sont issus d'une des commissions d'élaboration et de suivi du plan, notamment celui-là qui est assez parlant, puisqu'il y a une problématique particulière sur les capacités de stockage. En fait, c'est vrai qu'on parle souvent des incinérateurs comme un peu le traitement qui fait peur dans les déchets, mais en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a finalement assez peu d'incinérateurs. On n'a que 4 incinérateurs qui en plus à chaque fois produisent de l'énergie. 5, pardon. Qui en plus produisent de l'énergie, donc ils sont... il faut savoir que les incinérateurs qui ne produisent pas d'énergie ne sont plus autorisés aujourd'hui. Mais on a surtout l'exutoire principal, ce sont les centres de stockage, donc appelés plus habituellement les décharges. Or, on a dans cette planification des objectifs qui nous sont donnés par la loi de transition énergétique pour une croissance verte, qui sont très ambitieux, qui sont plus ambitieux que ne l'est actuellement la réglementation européenne, mais la réglementation européenne aussi va changer et va nous donner encore plus d'ambition. Donc déjà, la loi de transition énergétique et de croissance verte nous donne des objectifs, notamment en termes de réduction des déchets stockés. Et c'est vrai qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'argument il est assez facilement trouvé. C'est vrai que tout le monde peut comprendre qu'on a du mal à trouver du foncier pour construire, même on a du mal à garder du foncier pour produire en agriculture. Alors si en plus il faut qu'on trouve du foncier pour continuer à enfouir nos déchets comme on l'a longtemps fait, si on continue à le faire, je ne sais pas si vous connaissez ces courbes de production des déchets, on n'en finit pas, il faudrait avoir des décharges partout.
Donc la logique de la loi de transition énergétique et donc maintenant la logique du plan régional de prévention et de gestion des déchets. C'est bien un plan de prévention aussi et pas seulement de gestion de nos déchets. Il est effectivement au maximum de traiter chaque déchet et si possible d'en faire de nouvelles ressources. C'est pour ça qu'on passe assez rapidement à une logique d'économie circulaire. Pour la région, c'est vrai que c'est une grosse contrainte. Effectivement, l'Adréal l'a dit et l'État nous a un peu challengé, on va dire, dès le démarrage, puisque nous, on a été élus fin 2015, où vous travailliez déjà sur cette planification régionale, sur cette stratégie régionale. Pardon. Mais effectivement, on est une région qui produit beaucoup de déchets, qui trie peu. Je parlais des déchets du BTP, il y a 14 millions à peu près de tonnes produites en 2015, mais il y en a aussi estimé 2 millions de tonnes de déchets du BTP qui finissent dans la nature. Donc c'est juste inacceptable et insupportable. Donc on a vraiment une problématique de distinguer chaque déchet, de le traiter correctement, vous parliez de coercition, d'assurer la traçabilité, parce qu'il y a une obligation aussi de traçabilité, et ensuite, quand on parle de tri et de réutilisation, d'assurer les débouchés, parce que ce n'est pas le tout de trier, de collecter correctement les différentes typologies de déchets. Il faut ensuite assurer l'utilisation et si possible sur le territoire, parce que si c'est pour envoyer à plusieurs milliers de kilomètres, ça perd un peu de son intérêt, surtout en termes de bilan carbone. Voilà, je ne sais pas ce que tu voulais dire. Enfin, l'histogramme qui est présenté est assez parlant en fait en termes de production de déchets et sur la perspective 2031 qui est celle la plus longue du plan régional. On voit qu'en fonction des centres de stockage actuels, il y a un moment où il faudra soit qu'on trouve d'autres exutoires, soit qu'on produise moins de déchets et si possible les deux. Moi je crois beaucoup aussi aux politiques de réduction des déchets, de lutte contre le gaspillage alimentaire, de réduction même d'utilisation des emballages. Et voilà, je pense que le rôle de la région, c'est aussi de convaincre que ce n'est pas une fatalité. On a des obligations, mais c'est aussi une opportunité pour la région de créer des activités innovantes, de créer des emplois sur notre territoire, des nouvelles activités, des nouvelles perspectives, de nouvelles filières. Qui en plus sont, je pense, une grande richesse. Nous, on l'a vu au travers d'un appel à projet qui s'appelle Fili Déchets, qui existe depuis 2012, je crois. Voilà. Donc à l'époque, la région n'était pas encore en charge des déchets, mais elle s'intéressait déjà à l'économie circulaire. Et nous avons amplifié largement cet appel à projet avec l'ADEME, puisque tu parlais de l'ADEME, effectivement, on est partenaire de l'ADEME dans cet appel à projet qui rencontre un très grand succès. L'idée de cet appel à projet, c'était de soutenir des associations ou des entreprises ou des créateurs d'entreprises, même qui avaient une idée d'utiliser un déchet, d'en faire une ressource et de créer une activité à partir de cette idée. Moi, ce que j'avais trouvé intéressant dès le début, c'est qu'en plus de se dire tel projet, on met tant d'argent, il y a un suivi après de savoir où on en est, les études, les prototypes, l'activité créée, le chiffre d'affaires et les emplois qui sont en face. Et on a de vrais résultats et on se rend compte en plus qu'au fil des années, certaines entreprises qui ont été accompagnées dans des appels à projets reviennent avec d'autres projets et c'est largement amplifié. Je pense qu'on a au-delà de l'économie circulaire, on se dit c'est sympa, etc. Non, je pense que c'est un vrai axe de développement économique. Nous, à la région, on y croit beaucoup. Et c'est pas accessoire, c'est pas anecdotique, c'est vraiment un nouvel axe de développement économique qui, en plus, je pense, donnera une grande force à notre territoire régional parce que c'est pas forcément des activités qui sont attachées aux métropoles, ça peut être sur l'ensemble du territoire en fonction des déchets, des types de déchets produits. Et donc le PRPGD devrait être adopté au Conseil régional à la fin de l'année
2018. Voilà, c'est l'objectif. Bon, il faut savoir qu'il y a des délais administratifs, réglementaires, une période d'enquête publique après le vote en séance plénière, le vote du projet de plan qui devra intervenir, j'espère, fin juin. Donc tout ça fait qu'il y a des délais que c'est un peu incompressible, une étude environnementale, etc. Donc ça prend un peu de plan, mais théoriquement, c'est notre objectif. Je précise que pour faire partie personnellement de la commission d'élaboration et de suivi du PRPGD en région Île-de-France également, la région PACA est en avance sur la région Île-de-France pour l'adoption du PRPGD. C'est vrai qu'on a un peu cravaché depuis 2 ans. Je peux le dire en plus, je vois qu'il y a des personnes de l'équipe de la région, Christelle Deblé, qui est ici présente. Alors on a eu une chance aussi, c'est que alors je ne sais pas comment a fait la région Île-de-France, à la limite, peu importe, mais c'est vrai que comme c'était une compétence des départements, il y avait des agents dans les départements qui connaissaient déjà ces sujets des déchets. Avec le transfert de compétences, ces personnes ont été transférées autant que possible, la plupart au sein de l'équipe régionale, ce qui nous a permis de réaliser l'ensemble de l'animation et de la concertation du plan avec une équipe d'agents territoriaux. On n'a pas fait appel à une AMO, donc en externe, ce qui nous a peut-être aussi permis d'être assez réactifs, assez rapides sur le sujet. Et c'est vrai qu'on a des agents qui sont très, très compétents et très impliqués sur l'ensemble des 6 départements. Ça nous a donné une grande efficacité, je pense. Et une DREAL proactive, en plus. Tout à fait, oui. Alors, la LTE, donc quand on entend parler de LTE, c'est la loi de transition énergétique qui date de 2015. Et cette loi, elle fixe, par exemple, Anne l'a indiqué, une diminution de 50% des déchets admis en installation de stockage à horizon 2025. Et elle fixe aussi pour 2020 sur le territoire national un objectif de recyclage de 70% des déchets produits par la filière BTP dont va nous parler Marc Marcelin. Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors d'abord, je vais me présenter. Je suis Marc Marcelin, donc je suis vice-président de l'ACAPEB des Bouches-du-Rhône. L'ACAPEB, qu'est-ce que c'est? C'est la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment, où on représente tous les métiers du bâtiment, y compris aussi les entreprises de nettoyage. Donc les entreprises de nettoyage, bien sûr, elles produisent des déchets. Elles ramassent des déchets, elles collectent des déchets. Nous, à l'ACAPEB, on avait pris un peu notre expérience et nos problématiques en main. Et on a créé, par exemple, pour les peintres, on a créé un ramassage plutôt, une collecte des pots de peinture qui leur restent dans les ateliers et tout. Donc on le fait, en gros, on va le faire tous les 6 mois. On l'a fait en partenariat avec les fournisseurs de peinture et les fabricants. Alors il y a la Seigneurie, il y a Sequen, il y a beaucoup de fournisseurs qui sont participants avec nous et qui nous aident là-dessus. Ça veut dire que les collectes se font chez le fournisseur par un truc convivial le matin et le midi à l'apéritif. On aime bien en Provence l'apéritif, donc on le fait à ce moment-là. On récupère donc les pots de peinture des entreprises qui, des fois, ne peuvent pas trop les stocker ou les stockent malheureusement dans un coin et tout. Ces pots sont remis dans des endroits et après sont portés en déchetterie pour être retraités. Voilà, des actions comme ça. On fait aussi les miroitiers et les vitriers. Ont des problèmes. Alors certains ont des problèmes, bien sûr, parce que selon où ils sont placés dans les ateliers, c'est toujours problématique de mettre des fois des bennes et tout. Mais certains peuvent mettre des bennes. On met des bennes dans les cours des ateliers et les miroitiers peuvent jeter leur verre dessus. Après, Veolia met des bennes. Ils prennent donc, ils récupèrent les verres et les verres sont retraités. Donc il y a beaucoup de systèmes qui se font. Avec un peu des problématiques, des fois avec les doubles vitrages, parce que des fois ça pose encore un peu des doubles vitrages, il faut un peu aussi trier là-dessus, mais enfin bon, on arrive à faire ça. Il y a les menuisiers aussi, sur les poussières et tout, donc... alors nous, nos problèmes dans les petites entreprises, c'est que d'abord, on a des problèmes pour aller jeter nos déchets. Jeter nos déchets, pourquoi? Parce que des fois, moi je suis électricien, j'ai 2 sacs de décombres, des fois, je ne peux pas aller en déchetterie avec mon véhicule parce qu'il est marqué électricité générale, donc je ne peux pas vider 2 sacs, il faudrait que j'aille, vous l'avez vu, les centres de déchets où ils sont et tout, il
fois, ça pose aussi des problèmes. Donc voilà. Alors, je les mets dans mon véhicule personnel, je vais dans une déchetterie et je vide 2 sacs de décombres. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, j'en ai que 2. Un maçon, c'est plus problématique. On a fait aussi, avec la mairie des 11 et 12, un partenariat pour éviter justement et sensibiliser nos artisans à aller vider dans les déchetteries et tout, parce que, alors, je dis les artisans, des fois, croyez-moi, ce n'est pas les artisans qui vident, alors on dit ils baignent, hein, on le voit quand, dans les décharges sauvages, on voit quand ils ont baigné et tout, donc ça se voit concrètement. Mais ce ne sont pas des artisans. On a une conscience professionnelle et aussi on a une conscience environnementale. Je crois que nous, les artisans, en premier, c'est ce qui nous stimule dans nos métiers, c'est qu'un menuisier, par exemple, je disais menuisier tout à l'heure, un menuisier, avec ses bouts de bois et ses copeaux, des fois, il va chauffer son atelier. Il recycle, donc bon, ça pollue, on dit le bois, pardon. Mais bon, il va chauffer son atelier. Je veux dire qu'il y a des systèmes. Le mécanicien, c'était connu et tout, le mécanicien chauffe son atelier avec des huiles de vidange. Parce que c'est des choses qui se font. Nous, avant, le plombier, vous avez le plombier, il récupérait le cuivre et tout, le plomb et tout, il allait revendre au truc. Donc voilà, je veux dire qu'il y a une économie qui se fait, qui s'est toujours fait. Et aujourd'hui, on reprend ces rythmes-là et tout. Bon, pour les plombiers, ils ont plus de problèmes parce qu'aujourd'hui, il y a le PER et tout, donc ils ont plus de problèmes. Mais bon, voilà, il y a des choses qui se font dans le bâtiment où on a ce système-là à faire et que les entreprises du bâtiment font, on va dire, automatiquement. Mais nos problèmes à nous, c'est et les déchetteries donc généralisées, les grosses déchetteries où des fois, il faut encore payer. Alors déjà qu'il faut tirer les prix, c'est encore bien plus problématique. Et en plus de ça, sur les déchetteries dites municipales, je vais dire, sur les petites déchetteries, c'est vrai qu'il y a des fois, ils ne peuvent pas aller vider dedans. Voilà nos problématiques. Effectivement, là vous avez raison, on en parlait avec Monique Cordier qui est vice-présidente du territoire en charge des déchets. Et effectivement, le constat, c'est finalement les artisans qui sont vertueux, qui vont à la déchetterie, eux, ils vont devoir payer. Alors finalement, on se dit, il y a un petit truc qui n'est pas logique, surtout quand vous n'avez pas beaucoup de déchets. Il y aurait quelque chose à repenser. Et encore que j'ai été gentil, je ne vous ai pas parlé de prix. Alors, on en parlera, mais on est effectivement là dans les problématiques de co-construction, de la mise en œuvre des objectifs. Alors justement, Alexander Mallison, ces objectifs qui sont affichés là sur cette slide que j'ai commenté tout à l'heure, ils n'ont pas été fixés par une entreprise comme Veolia, aussi importante soit-elle. Ils sont fixés par des lois, par des réglementations. Comment est-ce qu'une entreprise comme Veolia s'y adapte et quelles sont les solutions qui sont aujourd'hui portées par l'entreprise sur le territoire de PACA pour contribuer à atteindre ces objectifs? C'est vrai qu'on n'a pas ces dispositions n'ont pas été portées, n'ont pas été légiférées par des entreprises parce que c'est le Parlement qui s'en charge. Mais néanmoins, on a participé au niveau de la Fédération nationale des activités du déchet. La FNAD. La FNAD, voilà, qui regroupe l'essentiel des acteurs en France, spécialisés dans la collecte, le traitement et la valorisation des déchets. On a beaucoup contribué à l'élaboration de ce qui figure ici. Et moi, j'y travaille depuis 20 ans, donc je connais un petit peu le sujet. On a même été d'ailleurs précurseur sur la notion de diminution des tonnes en centre de stockage. Ça peut paraître surprenant, mais je tenais à le dire. Donc on est complètement en phase avec les dispositions de la LTE. Qu'est-ce qu'on met en place pour tenter d'y concourir et comment ça se passe? Parce que c'est surtout le comment ça se passe qui est intéressant. On met en place en France et sur la région PACA, entre autres, différentes installations qui ont fait l'objet de recherches assez poussées, avec des technologies très avancées parfois, des installations permettant de trier, valoriser et extraire des déchets que l'on collecte, les déchets valorisables, ce qu'on appelle des matières premières secondaires. Donc on a mis en place, je citerai un exemple concret que vous connaissez, qui est celui de Vitrolles, où on développe une technologie très, très innovante qui est une première en France, une seconde en Europe, je crois, mais avec des technologies très poussées. C'est très consommateur de capitaux, hein, ça représente des investissements très lourds.
Donc il faut quand même que ces installations soient rentables. Et c'est là où comment ça se passe un peu moins bien. Je ne sais pas si je vais directement à ce sujet, Xavier, ou si j'attends une autre question. Je pense qu'on peut y aller maintenant. Bon. Il est 10h08, on va y aller maintenant. Bon, mais on est tous d'accord sur le fait qu'il faut qu'on diminue le stockage des déchets, de laisser à nos enfants des terres dans lesquelles on aura mis des déchets, ce n'est pas une fin en soi. De gérer au mieux toute la partie des incinérateurs avec valorisation énergétique pour traiter tous les effluents, on est tous d'accord là-dessus. Le tout est de savoir dans quel pas on y va, avec quel rythme on y va, et comment tout ça peut se mettre en place. Et j'en reviens, et on est tous d'accord évidemment sur le fait que l'objectif premier dans la hiérarchie de la valorisation et de traiter le sujet du déchet en France, c'est avant tout de faire du zéro déchet, mettre en place de la redevance incitative et tout ça. On est tous d'accord là-dessus. Au sein de la profession, ce n'est pas une polémique, et on est prêt à accompagner bien évidemment les collectivités, les entreprises, les artisans dans ce sens-là. C'est notre intérêt en tant qu'industriel du déchet. On a plutôt intérêt à avoir des prestations complexes. La difficulté, c'est de savoir avec quel pas on y va. Et quand je parlais tout à l'heure de ces grosses installations nouvelles dans lesquelles, je peux vous assurer, il y a une technologie assez époustouflante parfois pour aller chercher le déchet qui arrive en vrac et arriver à le trier. Ce sont des technologies très poussées avec du tri optique, avec des robots, etc. Pour parvenir à rentabiliser des installations comme ça, il y a un équilibre économique qui doit se faire, et notamment au travers de la valorisation des matières premières secondaires, donc le carton, le papier, la ferraille, la multitude de plastiques qui sortent de ces installations-là. Aujourd'hui, notre grosse difficulté dans la profession, il y a des collectivités locales d'ailleurs aussi qui exploitent des centres de tri, qui connaissent le même problème. Il y a toutes les collectes sélectives qui sortent des ménages qui connaissent le même problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grosse difficulté sur les exutoires, sur la valorisation de ces matières-là. On l'a très bien vu, alors pour ceux qui sont un peu néophytes sur le sujet, ça va paraître un peu surprenant, mais quand même il y a une très grosse partie du papier carton, ça peut être condamnable si c'est ainsi, en France, qui est expédié en Chine. Voilà. Parce que la Chine est très gros consommateur, a des très grosses installations de recyclage de papier carton. La Chine a décidé à la fin de l'année dernière, je fais un peu schématique, mais de fermer ses frontières. Et aujourd'hui, la France se retrouve avec des stocks de carton énormes. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une offre pléthorique et une demande relativement faible? Parce qu'en France, il y a relativement peu d'usines. Ou en Europe, il y a relativement peu d'usines. Il y a quelques usines en Espagne, mais il n'y en a pas tant que ça. Eh bien, les prix s'écroulent. Donc l'équilibre économique, quand on met en place des installations de tri de cette nature, bien évidemment, l'équilibre économique, le business model, enfin le modèle économique est basé sur le fait qu'on touche des recettes, au moins qu'on puisse parvenir déjà à évacuer ces matières-là, et qu'elles aient une valeur pour que l'équilibre économique de ces projets-là tienne. Et on voit bien qu'aujourd'hui, en France, c'est ça le point essentiel sur lequel je souhaiterais aujourd'hui passer un message, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas véritablement un modèle économique destiné à l'utilisation des matières premières secondaires qui sortent de toutes les installations de tri détenues par des collectivités locales ou par des industriels ou des petites entreprises spécialisées dans la valorisation des déchets. Donc c'est un vrai souci aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a... Alors vous parliez, madame, tout à l'heure d'exemples sur PACA qui sont plus anecdotiques. Je m'en réjouis. Mais quand on voit aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, enfin peut-être... vous le savez, mais peut-être plus pour le public, c'est que la production de déchets en France, ça se compte en dizaines de millions de tonnes. Il y a à peu près 50 millions de tonnes qui sont traitées en site de stockage, en décharge, ou en installation d'incinération avec valorisation énergétique. Donc on parle bien de 50 millions de tonnes. C'est absolument colossal. Si, pour diminuer ces tonnes qui vont dans ces installations-là, ce qui est complètement louable encore une fois, et qu'on souhaite les valoriser, parce qu'on n'a pas pu éviter qu'elles se produisent, il faut impérativement qu'il y ait une vraie économie dans l'utilisation de ces matières-là pour donner une valeur à ces matières. Donner une destination, qu'elles puissent vraiment trouver des destinations. Aujourd'hui, vous avez des stocks de plastique qui sortent des centres de tri de collecte sélective des ménages, que vous mettez dans votre poubelle jaune. Je ne sais pas quelle couleur sont les poubelles sur PACA, mais là où vous mettez vos collectes sélectives, vous avez des montagnes de balles de plastique. Aujourd'hui, on ne sait pas quoi en faire. Donc tant que la France, et ce n'est pas un problème uniquement PACA, c'est un problème
français, voire européen, n'aura pas mis en place tout un dispositif incitant les industriels qui produisent des pare-chocs automobiles, du carton d'emballage, etc., à utiliser et à mettre en place des outils qui vont consommer ces matières-là, on aura des vraies difficultés. Et là où je veux simplement en venir, c'est qu'il faut s'assurer que dans les objectifs de la LTE et leur déclinaison dans les plans régionaux, il y ait bien une corrélation entre la consommation de ces matières premières secondaires et la diminution imposée ou fortement incitée sur les installations de traitement. Sinon, on va se retrouver tous avec des déchets sur les bras. Alors l'État, juste pour en terminer, a une solution parfois assez magique, qui est de dire il y a une taxe sur les activités, ce qu'on appelle la TGAP, taxe globale sur les activités polluantes. Et l'État, donc c'est toutes les tonnes qui rentrent dans les décharges et toutes les tonnes qui rentrent dans les incinérateurs. Et l'État dit il suffit d'augmenter cette taxe, donc ça incitera tout le monde à ne pas y aller. À faire ça, ok, ça permet au moins de financer l'ADEME déjà pour partie ou de financer des projets. Mais à aller d'une façon trop extrême dans ce domaine-là, et c'est ce qu'a fait l'Angleterre, qui a poussé cette taxe-là à un niveau qui est grosso modo 3 à 4 fois supérieur à celui qui existe en France. Mais qu'est-ce qu'on retrouve en Angleterre? Des bateaux entiers qui quittent l'Angleterre pour aller en Hollande et en Allemagne, parce que ça coûte moins cher d'aller les traiter là-bas. Tout le sujet du déchet, il n'est pas uniquement un sujet de principe, d'opinion. C'est aussi une réalité économique qui doit vraiment trouver sa place. Et il faut vraiment qu'on trouve un modèle qui permette de valoriser les matières qu'on ressort de toutes ces installations nouvelles de tri et de valorisation des déchets. Alors, si vous me le permettez, j'imagine que Véronique Lambert va souhaiter prendre la parole, mais si vous me le permettez, là, c'est le point nodal de la table ronde. C'est le moment où, effectivement, on voit que, d'un côté, légitimement, il y a une réglementation appliquée, il y a des contrôles, il y a de la traçabilité à assurer, et puis, à un autre bout de la chaîne, entre guillemets, il y a la nécessité de créer ou de booster, d'améliorer ce qu'on appelle le marché des matières premières secondaires. Peut-être qu'Alexander Myson dira plus après Véronique Lambert comment il perçoit la création de ce marché. Et puis, entre les deux, il y a une planification, c'est le PRPGD. Il y a des problématiques très concrètes comme celles que Marc Marcelin a évoquées. Par exemple, de situations qui mènent à des déchets sauvages alors qu'il y a des acteurs qui souhaiteraient être dans une dynamique et une logique, une pratique plus responsable. Et c'est là en fait que ce qu'on appelle la co-construction et l'intelligence collective doivent rentrer en jeu. Elle existe déjà, bien entendu. Cette intelligence collective, cette volonté de rassembler des acteurs, de les fédérer. Mais je vais vous donner mon expérience personnelle. J'ai créé Ecosphère il y a 6 ans, il y a 7 ans. Avant, j'étais dans le secteur public. Je ne savais pas ce qu'étaient les contraintes d'une activité économique et privée. J'ignorais ce qu'était une filiale, une holding, du bénéfice, de la distribution de dividendes. Aujourd'hui, je dirige une entreprise. Je suis beaucoup plus conscient, en fait, de l'impact qu'ont sur les entreprises la réglementation qui est dictée par l'État, les objectifs qui sont fixés, notamment pour des missions d'intérêt général. Et je les accueille d'autant plus que l'entreprise Ecosphère est une entreprise sociale dotée d'un agrément qui s'appelle l'agrément ESUS, qui donc accomplit au quotidien des missions d'intérêt général en vendant des prestations à ses clients publics et privés. Et donc, dans toutes les discussions que j'ai eues avec les uns et les autres, j'ai eu ce sentiment-là, en fait, qu'en région PACA, notamment, mais peut-être aussi ailleurs, mais on est ici en région PACA, il y a très certainement à faire en sorte qu'à partir de constats et d'objectifs partagés, notamment là, la réduction des volumes de déchets, l'économie circulaire, la valorisation, on puisse rentrer dans une dynamique augmentée de concertation avec les acteurs, et pas forcément de concertation très ouverte où on se retrouve à des tables avec 50, 60, 80 acteurs qui ont tous des intérêts différents, qui à un moment ou à un autre, même si c'est la mission des acteurs publics de les rassembler, de les fédérer, sont limités dans leur capacité d'expression et de partage d'expertise, parce que l'expertise d'une activité privée, c'est aussi ce qui fait sa valeur. Donc à un moment ou à un autre, autour d'une table, si on a des concurrents, entre guillemets, on ne peut pas tout partager. En revanche, on peut avoir la volonté, tout en étant un acteur privé avec des intérêts d'entreprise, la volonté de construire, d'innover, de créer ces modèles économiques nouveaux et de rentrer vraiment dans des dynamiques partagées d'intérêt général, quel que soit l'endroit dont on parle.
Et c'est vraiment ça le point global de cette conférence et de cette table ronde, cette volonté de partage, c'est de voir comment Région PACA, à partir d'objectifs volontaristes et puis d'activités et d'études et d'analyses de l'ADREAL à partir du travail réalisé par la région et la commission LPFPGD, comment est-ce qu'avec les acteurs économiques et aussi publics et associatifs autres que les acteurs qui sont présents ici, on construit la mise en œuvre de cette politique publique d'intérêt général. Véronique Lambert. Alors, pour compléter et réagir à ce qui vient d'être dit par Veolia, effectivement, il y a la problématique au niveau national, et puis je voudrais revenir sur le zoom pour ce qui concerne la région PACA. En PACA, on va peut-être même pas avoir besoin de l'augmentation de la TGAP. La raréfaction des capacités de stockage de déchets ultimes va suffire à faire progresser les acteurs sur le terrain. Va suffire. En tout cas, l'initie aujourd'hui. Et clairement, on a un boom sur les centres de tri qui n'arrivent plus à sortir leur balle. Effectivement, c'est venu un peu à retardement par rapport aux autres régions. Mais là, on commence à être dedans. Il y a un certain nombre de centres de tri qui commencent à être saturés aussi en PACA, parce qu'il y a une prise de conscience quand même qui se fait au fur et à mesure, depuis 2015, et avec le travail très performant du Conseil régional en animation territoriale aux côtés de l'ADEME. Donc voilà, pour la région PACA, on a d'autres soucis logistiques et pratiques qui de toute façon nous obligent à progresser. Alors, il y a des dossiers qui sont déposés pour faire de nouvelles installations de stockage, mais ils ne sont pas forcément au bon endroit, et certains sont encore démesurés par rapport à la réalité du terrain et au progrès qu'on doit faire, qui était démontré sur l'histogramme de la région tout à l'heure, en termes de prévention, de réduction des déchets qui doivent réellement être stockés. Donc il y a un certain nombre de territoires, notamment les Alpes-Maritimes et l'Est du Var, qui sont complètement dépourvus d'installations de stockage, alors qu'on a encore des déchets de ce côté-là à mettre. Parlons uniquement des déchets des touristes, notamment. Même si on les aide de plus en plus à faire le tri, il reste quand même une part de déchets ultimes dont il faut bien, qu'il faut bien prendre en compte. Donc, il y a 2 gros incinérateurs sur les Alpes-Maritimes, effectivement, mais il y a encore une part qui doit fatalement être stockée. Donc, ce territoire est dépourvu. Et de l'autre côté, sur les Bouches-du-Rhône et sur l'ouest du Var, et là, on est complètement excédentaire. On en a trop. Donc le principe de proximité, il est bafoué en PACA depuis des années, donc ça aide pas non plus. Les collectivités tentent de reprendre la main sur leurs déchets ménagers, parce qu'il y a aussi ça historiquement quand même, la région PACA est relativement dépendante quand même des logiques de groupes qui s'installent sur le territoire. Il faut plus de concurrence sur toute la France, mais particulièrement en PACA, on manque vraiment de concurrence sur un certain nombre de territoires, avec des situations monopolistiques d'un certain nombre de groupes sur les départements. Donc là, il faut évoluer aussi dans ce sens-là. Par rapport aux ressources secondaires et effectivement aux substitutions de matières premières, c'est un peu triste à dire, mais pour l'instant, on est encore un peu en retard, parce que nous, on est sur le volet de l'utilisation des déchets du BTP, le tri, récupérer les déchets inertes pour faire des aménagements routiers, récupérer les mâches-fer, les maturer. Il y a d'autres régions qui ont déjà franchi ce cap d'utiliser les ressources secondaires que sont les laitiers sidérurgiques. Fos-sur-Mer, grosse production de laitiers. Ils sont sous-exploités aujourd'hui. On en valorise un certain nombre, mais pas tous. Les mâches-fer, il y a un tiers de nos mâches-fer produits par nos incinérateurs en PACA qui ne sont pas valorisés, qui vont directement dans les décharges. Donc on est encore là-dessus en PACA. On est encore sur une acceptation sociale de ces ressources secondaires pour nos aménagements, et également des composts, par exemple, qui sont faits à partir des déchets verts. Là aussi, on a un problème d'acceptation. On a un certain nombre d'installations de compostage sur la côte qui sont saturées, qui n'arrivent pas à écouler non plus leur compost. Donc on est encore là-dessus en PACA. Et maintenant, on est en train de voir arriver la problématique des balles de plastique, des balles de carton, effectivement, qu'il faut aussi gérer. Donc là, il y a vraiment une opportunité importante pour le territoire, effectivement, de développer de nouvelles activités peut-être sur le territoire, mais il y a aussi un problème d'adapter sans doute l'outil industriel français, pas seulement en PACA, pour avaler davantage effectivement ces matières recyclées. Donc le constat est complètement partagé. Après, PACA a un challenge beaucoup plus prégnant que d'autres territoires, je pense. Je mets la Corse à part. C'est un autre problème. On n'en parle pas aujourd'hui. Mais voilà. Challenge passionnant. Oui. Alors, il y a des décisions qui sont complexes à prendre sur les centres d'enfouissement.
dont on a parlé. On a évoqué ces questions-là en préparant la conférence ensemble, avec des critères départementaux, régionaux, la planification, une variété des déchets, donc des décisions qui sont complexes, qu'ils sont pour les pouvoirs publics, les autorités publiques, mais qu'ils sont aussi pour les acteurs privés. Est-ce qu'on peut revenir, Alexandre Marlisson, sur les propositions qu'on a évoquées ensemble en préparant la conférence sur la création de ce marché des matières premières secondaires, et notamment, alors on a une TGAP coercitive et incitative éventuellement au départ, mais pour la création de ce marché-là, notamment l'utilisation de la fiscalité de la TVA. Oui, alors c'est une des voies préconisées par la fédération, par la FNAD dont je parlais tout à l'heure, qui est d'avoir une TVA incitative auprès des utilisateurs de matières premières secondaires. Mais on peut également avoir des aides carbone ou voilà, favoriser, mettre en place des dispositifs qui véritablement favorisent l'investissement également par les industriels qui sont utilisateurs de ces matières-là, je parle bien de ça, bien qu'il faille également aider encore plus ceux qui mettent en place des unités de tri et de valorisation, mais ça on est déjà aidé, je ne dis pas qu'on ne l'est pas, on pourrait l'être un peu plus. Mais bref, si on n'aide pas tout ce secteur-là, il ne se fera pas tout seul. Et si le législateur ne met pas en place des dispositifs, et je ne pense pas que ce soit véritablement des sujets, enfin à mon sens, qui doivent être traités, ils peuvent l'être au niveau de la région, mais à mon sens c'est plus un sujet État ou un sujet Europe. Si on ne met pas en place des dispositifs de cette nature-là, on va être devant une équation insolvable, quoi. C'est-à-dire qu'on va vouloir réduire les installations de traitement, stockage, incinération, et en face on n'aura pas débouché. On fait quoi? Donc il faut vraiment mettre en place, alors on parlait de la TVA, c'est une des solutions préconisées par la FNAD, mais aujourd'hui on exporte encore trop, vous parliez de proximité tout à l'heure, parlons également de proximité sur les matières premières secondaires. Est-il normal qu'on envoie notre carton en Chine? On est tous d'accord sur le fait que c'est non. Qu'on l'envoie peut-être à une distance de, je sais pas, 500 km, etc. Autour des sites, ça a une logique, mais l'expédient en Chine, ça n'a pas de logique. Je reviendrai rapidement peut-être sur ce sujet des installations de stockage. Et il y a quand même un point sur lequel, au-delà du sujet que j'ai abordé tout à l'heure, est-ce qu'on est sur le même tempo entre le développement de la valorisation et de la production de matières premières secondaires et la réduction des capacités de traitement? Ça, c'est une vraie question. Et une deuxième, qui est celle quand même de la taille des installations. Et là-dessus, je pense qu'il faut également être vigilant. Parce que des toutes petites installations de stockage, c'est pas là où on a les meilleures performances. On est tous d'accord sur le fait que pas en faire, ce serait mieux. Mais néanmoins, il reste des déchets à traiter en France. Je vous disais tout à l'heure, ça représente des dizaines de millions de tonnes à l'échelle de la France. Et qu'il faut bien avoir des installations, elles sont un peu incontournables. Que de faire des petites installations, ce ne seront pas forcément des installations très performantes. Voilà. Et qu'on est d'accord. Il y a une petite chose qui me gêne un petit peu, pour entrer un peu plus dans le détail sur le sujet, mais ce n'est pas uniquement sur PACA, c'est le cas également de Occitanie, qui est un sujet que je connais bien, parce que je suis, entre autres, au titre de la FNAD, le sujet Occitanie, c'est le fait qu'on recrée des territoires. Je comprends bien cette notion de proximité. Les bassins de vie, en fait, les 4 bassins de vie sur la région PACA, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que de temps en temps, on a quand même une vraie discussion qui a tout lieu d'être. Je ne dis pas que je ne suis pas dogmatique sur le sujet. Je dis simplement que cette notion de proximité, elle s'entend complètement. Il ne faut pas que ce soit au détriment d'une multitude de petites installations. Donc, on a créé, la loi NOTRe crée la possibilité de faire des PRPGD, donc plans régionaux et non plus départementaux, parce qu'on considère que le sujet des déchets doit véritablement être traité au niveau des régions, et ça a tout son sens, surtout sur les grandes nouvelles, les 13 nouvelles grandes régions. Ça a un vrai sens. Il ne faut pas se renfermer trop, à mon sens, sur le sujet des territoires. Mais je sais que c'est un vrai débat avec les collectivités locales qui sont souvent très attachées à un sujet quand même sur lequel elles ont travaillé pendant 20 ans avec les plans départementaux. Donc tout le monde est très attaché à dire je ne veux pas des déchets des voisins chez moi et je ne veux pas expédier mes déchets trop loin. Maintenant, il faut quand même être vigilant sur toutes les conséquences que peut avoir le fait de rediviser les grandes régions
en territoire, finalement, de se rapprocher un peu de ce qui était fait au niveau des départements. Mais là, je tombe peut-être sur un sujet un peu trop... Alors, on est aussi sur deux problématiques différentes, celle des déchets des activités économiques et puis des déchets des ordures produits par les particuliers, les ordures ménagères, avec des exemples sur le territoire de PACA qui sont parfois extrêmement significatifs. On évoquait ce que fait la ville de Miramas, je ne sais pas si Véronique a refait dans la salle, qui avait organisé les assises internationales du zéro déchet. Vincent Ouchier, là aussi, chargé de mission territoire zéro déchet de l'AMP, qui était à la table ronde l'année dernière sur la problématique du gaspillage. Alors, Anne, tu voulais prendre la parole sur quel sujet ? Oui, parce que c'est vrai qu'on a peu parlé du rôle d'animation de la région, parce que c'est vrai qu'on a un rôle de planification, on établit ce plan, mais par ailleurs, on va accompagner les collectivités locales et les territoires qui sont, eux, compétents en matière de collecte et de traitement des déchets, ce qu'on fait déjà au travers des différents appels à projets. Et je pensais aussi à tout ce qu'on fait avec l'ADEME et l'ARP, qui est l'Agence régionale pour l'environnement, pour les déchets du BTP. Parce qu'on a animé plusieurs journées, plusieurs tables rondes qui sont particulièrement intéressantes, notamment parce qu'elles font intervenir tous les intervenants des différents métiers qui ne se rencontrent pas toujours, les artisans, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les architectes, etc. Donc il y a un côté formation pour connaître vraiment de quoi on parle, et il y a un côté aussi échange. On a d'ailleurs, avec l'ADEME, créé un club des maîtres d'ouvrage dans l'objectif de promouvoir l'utilisation des matières premières secondaires. Parce que c'est vrai que l'objectif de 70% de réutilisation ou de recyclage des déchets du BTP, on l'atteint déjà en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, hormis les 2 millions de tonnes qui se perdent dans la nature et qu'on va devoir tracer et absorber. Mais il n'empêche que ces matières premières secondaires, elles ne trouvent pas toujours de débouchés pour les mêmes genres de raisons que vous indiquiez pour les cartons, les plastiques, etc. Et il y a un truc tout bête. Si un département lance un appel d'offres pour des routes départementales en indiquant que les matières devront être des matières premières primaires et pas secondaires, de fait, ça ferme l'appel d'offres à tout ce qui est recyclage et réutilisation. Et c'est le truc, tout simple. Et pour ça, il faut aller voir les techniciens, il faut convaincre des performances techniques et du fait que ça ne change rien. Il y a des départements qui le font déjà, il n'y a aucun problème. Ça ne change rien aux performances techniques des routes. Et ça peut permettre de créer ensuite des vraies perspectives pour ces matières premières secondaires. Donc il y a un vrai travail d'animation, et au-delà de l'animation, de promotion en fait, de toutes ces pratiques qui existent déjà mais qu'il faut amplifier. Là où vous avez raison, c'est que sur l'économie circulaire, pour parler des autres déchets, on est loin encore des dimensions industrielles qui seraient nécessaires. Mais je pense, comme vous le disiez, si aujourd'hui il y a des balles de plastique qui restent de côté, j'espère que cette prise de conscience, qui vient aussi du fait que les élus se rendent compte du coût que ça représente de collecter, de traiter leurs déchets. Il y a un moment où, quand l'ADEME communique en disant les déchets ça déborde, oui, effectivement ça déborde et ça devient un coût complètement faramineux. Donc cette prise de conscience, elle existe, et j'espère justement qu'on va arriver en étant présent, comme je le suis aujourd'hui, à une table ronde, en étant présente à des réunions avec des entrepreneurs, comme avec la chambre la chambre de commerce et d'industrie du Var qui travaille aussi sur l'économie circulaire. Cette prise de conscience pour dire il y a des matières premières qui ne demandent qu'à être retraitées, des activités qui pourraient être créées, sans parler des perspectives d'emploi, parce que je pense qu'il y a vraiment des possibilités importantes. Et je voudrais rebondir aussi sur le fait que la région est particulièrement compétente, notamment parce qu'on a cette compétence de développement économique, mais aussi sur la formation. Donc là, pour nous, c'est un vrai sujet de travail.
puisqu'on pourrait se dire c'est un axe prioritaire de développement économique sur lequel on va aussi mettre les moyens pour la formation, pour créer des emplois, parce que c'est vrai que dans les centres de tri, dans des usines, ça va créer des emplois vraiment particuliers, des emplois nouveaux. J'en parlais déjà avec des personnes de Veolia. C'est dans ce centre de tri de Vitrolles, je crois que ça a été une opportunité pour vous de former votre personnel, de les faire évoluer vers des nouveaux métiers. Créé 30 emplois, je crois, à peu près, une trentaine d'emplois. Voilà. Donc c'est vraiment des perspectives intéressantes dont la région est parfaitement consciente. Marc Marcelin, est-ce que pour les... Oui. Juste pour rebondir là-dessus, je pense que deux choses très rapides pour rebondir sur ce que vous venez de dire, madame, qui est complètement vrai, c'est qu'en termes d'emploi, plutôt que de mettre un déchet dans un incinérateur, aussi vertueux soit-il en matière de valorisation énergétique, ou dans un site de stockage, même s'il crée lui-même et clairement, ou tenter de le valoriser, de le trier, même s'il y a de la robotisation, de l'automatisation, etc., on est dans des créations d'emplois qui sont dans un rapport de... Enfin, je dis ça comme ça, je n'ai pas fait mon calcul, mais je pense que je ne me trompe pas si je dis de 1 à 5 ou de 1 à 10. C'est-à-dire qu'on va créer beaucoup d'emplois. Et c'est complètement ce que vous disiez. Juste un petit mot sur la commande publique. Là aussi, je partage complètement votre opinion. Très clairement. Mais là aussi, c'est pour moi notamment une problématique d'État, après qu'elle se décline en région, etc. Et au sein des collectivités, des grosses agglos, etc. Très bien, mais il faudrait vraiment que sur la commande publique, il y ait une incitation beaucoup plus forte. Et au-delà de la valorisation du mâche-fer ou de la partie qui sort des déchets de chantier, etc., dans l'utilisation des matières premières secondaires. Enfin, je veux dire, une collectivité qui lance un appel d'offres, une grosse agglo pour acheter 100 photocopieurs, eh bien, dans les critères de jugement majeurs, il y a celui dans la réintroduction de ces matières-là, de ces matériels-là, pardon, l'introduction de matières premières secondaires. Est-ce que vous avez fait le carénage de la photocopieuse avec du plastique qui provient d'un plastique recyclé dans un rayon de temps? Conserver cette notion de proximité, parce que ce serait le comble quand même qu'on récupère des granulés de plastique qui viennent de Chine. Mais là, sur la commande publique, il y a un véritable axe, parce que la commande publique en France, c'est colossal. Oui, pardon. Marc Marcelin, on a évoqué avec Anne-Claude Petit à l'instant l'animation, la formation. Est-ce que c'est quelque chose de très important pour les jeunes générations d'artisans dans la filière BTP notamment? Absolument. Alors, nous, on fait des réunions dans les CFA, dans nos CFA du bâtiment. CFA. Pour les CFA, c'est les centres de formation des apprentis. Et déjà, on inculque dans nos apprentis déjà cette idée de recyclage, cette idée de propreté sur le chantier, qui est importante pour nous, mais surtout cette idée de recyclage. Vous savez qu'aujourd'hui, sur les chantiers, chaque benne a une spécificité, donc on doit bien jeter dedans et tout. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on le fait déjà par nos apprentis, parce que c'est eux notre avenir. Donc c'est à eux qu'il faut l'inculquer, parce que parfois les autres sont formés, vous savez, les autres, c'est différent. Mais enfin, bon, les apprentis, déjà, c'est vrai que là, ils y arrivent plus concrètement, et déjà, ils ont cette optique-là, ils ont cet objectif-là. Donc voilà. Mais on le fait par nos apprentis, bien sûr. Je voulais rebondir tout à l'heure, c'est qu'on pense surtout à des déchets recyclés, mais on a aussi des déchets volatiles. Nous avons les climaticiens, on a les climatiseurs. Vous savez qu'il y a le gros problème des gaz qu'on a en tête. Aujourd'hui, nous, pour nous protéger, les installateurs, on a dit, on va faire une chose, on va créer une norme. Donc on a créé une norme sur les gaz et tout, pour les climatiseurs. Aujourd'hui, malheureusement, on voit qu'on est tombé dans un piège. Parce qu'aujourd'hui, nous, il faut qu'on paye pour avoir une qualification et retraiter nos gaz. Alors que la GACB diffuse des appareils climatiseurs, des prix, et puis on ne sait pas où partent les gaz. Donc voilà, on a une concurrence un peu déloyale sur ce côté-là, et où on ne regarde rien. Alors nous, d'un côté, on veut protéger le système et aussi nos emplois, parce que l'artisanat, la première entreprise de France, c'est clair. Donc aujourd'hui, ça on le sait, et c'est qu'aujourd'hui, ça nous pose des problèmes. Nos installateurs se qualifient, alors qu'à côté, il y en a d'autres qui font du tout et n'importe quoi. Voilà. Alors des fois, c'est vrai que ça nous prend un peu au piège. On a créé aussi les éco-artisans. Les éco-artisans aussi, on a formé des gens et on forme encore des artisans à l'éco-artisan pour justement avoir des inculquer là-dessus, prendre des produits aussi qui ne sont pas polluants, parce que la matière première aussi, des fois, comme vous le dites à juste titre, il faut aussi y penser, parce que c'est elle qui va créer les déchets. Donc là aussi, on les forme là-dessus. Voilà.
Donc ils deviennent après des artisans RGE pour avoir des crédits d'impôt. Vincent Auchier, est-ce que Territoire Zéro Déchet, AMP, est-ce qu'il y a des choses qui ont avancé depuis l'année dernière, depuis qu'on a organisé la première conférence ensemble dans le cadre du Forum Reset sur les objectifs 2020 en région PACA? Oui, heureusement, il y a des choses qui ont avancé. Par rapport à ce qui a été dit, effectivement, je suis d'accord avec vous, la commande publique est un élément important. Donc on y travaille chez nous au niveau de la métropole Aix-Marseille-Provence pour faire évoluer nos pratiques, à la fois la pratique des acheteurs et la pratique des services qui lancent ces marchés, qui utilisent ces marchés. On se retrouve quand même confronté à un gros travail de formation et d'accompagnement des équipes. Donc ce n'est pas un sujet qui va trouver une finalité rapidement, mais en tous les cas, c'est des sujets que nous, on a investis. On travaille sur un schéma de promotion des achats socialement, écologiquement responsables, qui est une obligation réglementaire. Et on travaille avec la commande publique, puisqu'on voudrait intégrer dans ce schéma d'orientation de l'achat public ces clauses, ou en tous les cas ces principes d'utilisation de réemploi des produits, d'utilisation du recyclé, mais il y a quand même cette difficulté. Donc sur une grosse machine comme la métropole, on a beaucoup d'agents, beaucoup de directions, beaucoup de compétences, il y a du travail qui se met en place, mais qui va prendre un peu de délai. Après, on travaille aussi sur des sujets de la réduction des déchets et du développement du tri, puisqu'on a délibéré sur notre schéma métropolitain à la fin de l'année dernière, où on s'est fixé des objectifs assez ambitieux de réduction des déchets et de mise en place de démarches sur l'amélioration du tri. Ces démarches-là, on commence à construire des projets. On est quand même lié à deux choses. Au travail de mobilisation de nos habitants, puisqu'il faut quand même travailler à ce tri à la source, au travers du geste des habitants. Et là, on a quand même, alors ceux qui sont de Marseille le connaissent bien évidemment, un certain nombre d'idées reçues qu'il va falloir enlever de la tête de nos habitants, voire... Bon, on est entre nous, mais de certains élus sur la réalité du recyclage sur notre territoire. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Et on y travaille, mais c'est encore un boulot. Et puis il y a un travail quand même à faire au niveau des déchets des professionnels, puisqu'il ne faut pas non plus oublier que nous, en tant que collectivité, on prélève la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et notre objectif, c'est de gérer les déchets des ménages. Et on a un financement pour gérer ces déchets des ménages. Donc derrière, on est confronté à la difficulté de dire que on a, parce que par le passé, on a collecté de façon assez large les déchets qui étaient produits sur un territoire, beaucoup de déchets actuellement à traiter qui sont des déchets des ménages, mais aussi des déchets des artisans, des professionnels, qui représentent des volumes importants et qui sont à la charge de la collectivité, ce qui nous pose quand même un certain nombre de problèmes et de difficultés, ne serait-ce que sur l'équilibre économique à trouver par rapport à ça. Donc on travaille aussi sur le deuxième sujet pour que ces déchets professionnels trouvent un exutoire et une gestion par le biais d'une filière professionnelle, puisqu'on est en train de travailler sur la juste gestion du déchet produit par le juste opérateur. Nous, collectivement, on travaille sur le déchet des ménages. C'est notre priorité, même si on a la redevance spéciale et qu'on accepte un certain nombre de déchets. Ceci étant, voilà, ça c'est nos objectifs, mais j'ai bien entendu ce que disait M. Marcelin. Il y a quand même pour des petites quantités de déchets au niveau des professionnels un problème de où je les mets de façon, si je veux avoir une bonne démarche environnementale, comment est-ce que je fais? Il ne faut pas que ce soit non plus un parcours trop compliqué pour arriver à gérer ces déchets. Mais nous, collectivités, il faut bien voir qu'on a aussi ce besoin d'avoir une gestion qui soit économiquement la plus viable possible, et pour ce faire, une séparation du producteur de déchets et de l'exutoire qui y est apporté. Merci. Avant de laisser conclure très rapidement, Véronique Lemaire, vous voulez dire quelque chose très rapidement? Très rapidement. Expliquer aussi quelque chose qui marche sur les ressources secondaires industrielles. Du point de vue de la lorgnette des inspecteurs des installations classées, quand on va sur un site industriel pour vérifier un peu ce qui est fait de ces déchets et comment ils valorisent ces déchets, et donc ces ressources secondaires, chez les gros industriels, on s'aperçoit que ce qui fonctionne, c'est ceux qui ont développé un partenariat avec les gens qui savent faire, les professionnels du BTP concrètement, pour faire de la technique routière, pour de l'aménagement, pour valider un certain nombre de... crédibiliser ces ressources secondaires en tant que substitution de matières premières. Parce qu'il y a des gens qui savent faire ça.
tout simplement. Et les gros industriels ne savent pas toujours le faire. Ils veulent garder la main mise sur leurs ressources. Mais en fait, on s'aperçoit que ce qui marche, c'est un partenariat entre acteurs locaux. Et donc, ça, il faut vraiment le développer. Et ça marche aussi pour les matières organiques avec les champignons de Marseille, par exemple. Oui. Alors, avant de laisser Anne, Claudius Petit conclure, je voudrais vous proposer, parce qu'on n'a pas eu le temps d'échanger véritablement, de nous rejoindre sur le stand d'Ecosphère pour prolonger cette conversation, poser des questions. Et puis, vous informer aussi qu'il y a une catégorie d'acteurs qui est fortement mobilisée de plus en plus sur la région. Ce sont les acteurs de l'économie sociale et solidaire, avec une CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, qui m'a confié la responsabilité de mobiliser les acteurs de l'ESS pour innover, créer de l'emploi dans leurs relations avec des activités de réduction des déchets et d'économie circulaire. Anne. Donc il me revient la lourde tâche de conclure. En tout cas, merci de... Excuse-moi, nous rappelons peut-être qu'il y a des objectifs européens aussi de réduction des volumes de Tout à déchets fait. sur tout le territoire européen à horizon 2025. C'est vrai. Merci en tout cas d'être venus si nombreux participer à cette table ronde. C'est vrai que les déchets, ce n'est pas forcément un sujet très sexy. On parle de plus en plus avec l'économie circulaire de ressources. Et c'est vrai que notre appel à projet qui s'appelle Fili Déchets, des fois on se demande si on ne devrait pas l'appeler plutôt Fili Ressources, puisque l'idée c'est bien ça, c'est de changer complètement d'optique. Les déchets, pendant longtemps, on s'est dit on s'en débarrasse, on les voit plus, on les cache. Aujourd'hui, on peut plus. Et heureusement qu'il y a cette prise de conscience. Je pense que c'est aussi important au travers de ce plan régional qu'on puisse réunir l'ensemble des acteurs. Alors nous, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a fait des réunions, et on va continuer à en faire, des réunions territoriales avec les élus, mais aussi des réunions avec les associations d'environnement, les réunions avec un atelier qui a été très intéressant avec les acteurs du tourisme, parce que vous en avez parlé, il y a effectivement dans l'ensemble de notre région, que ce soit dans les Alpes, le Luberon ou sur le littoral, des problématiques par rapport à ces activités touristiques et saisonnières. Et on se rend compte qu'il y a une prise de conscience générale, et je pense que c'est important parce que finalement, on peut tous faire quelque chose, que ce soit, vous voyez, moi je frime un peu toujours, mais j'utilise plus de bouteilles en plastique parce que je me balade avec ma petite gourde. Ça a l'air un peu idiot, mais en fait, je pense que c'est important de se dire qu'on peut tous faire quelque chose, même si on ne passe pas tous au zéro déchet. Moi, j'ai participé aussi avec Zero Waste France à un défi famille zéro déchet. Je peux vous dire qu'il y avait une famille avec 2 enfants, ils sont 4, ils jettent un sac poubelle par mois, un sac poubelle de 20 ou 30 litres par mois, et on se demande comment elles font. C'est vraiment très ambitieux. Donc on est loin de dire que tout le monde doit passer à ce type de pratique. Néanmoins, il y a aussi de plus en plus de choses qui peuvent s'acheter en vrac, donc réduire l'utilisation des emballages, parce que finalement, le meilleur déchet, c'est aussi celui qu'on ne produit pas, en réutilisant les sacs ou en refusant des sacs plastiques, etc., en réutilisant des choses. Finalement, on se rend compte qu'on peut tous faire quelque chose, et c'est ces petites choses qui vont faire qu'à la fin, on arrivera à ces objectifs, parce qu'effectivement, ils sont très ambitieux. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est très en retard. Mais enfin, voilà, pour avoir fait des réunions un peu sur l'ensemble des départements, je peux vous dire qu'il y a une prise de conscience des élus, ce qui n'est pas forcément évident, comme le disait M. Auchier sur la métropole. Voilà, il y a des élus qui sont parfaitement conscients et qui se demandent un peu encore quoi faire. Et puis le fait de se rencontrer, de se dire c'est pas une fatalité, on peut avancer, on peut s'améliorer. Il y a beaucoup de choses qui se font, et puis il y a des créateurs d'entreprises, voilà, effectivement, comme sur les champignons de Marseille qui se créent à Marseille, qui produisent, je ne sais pas si vous les connaissez, ils produisent des champignons sur du marc de café. En gros, je vous fais le résumé. Ça fait partie des projets qu'on soutient avec la région. Mais je pense aussi à une entreprise de Gardanne qui utilise du plastique pour faire du mobilier urbain. Voilà, il y a plein de choses qui existent, et qui, avec des gens très innovants, très volontaires, des entrepreneurs. Donc voilà, donc je voudrais terminer sur une note très positive. Qui plus est, je pense que la prise de conscience, comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi, Monsieur Marcelin, elle est vraiment partagée par l'ensemble des acteurs, et en se mettant autour de la table, en disant quelles sont vos contraintes, quelles sont nos contraintes, on peut arriver à de bons résultats, ça j'en suis persuadée, et même avant que
le plan soit en œuvre, puisqu'effectivement, il devrait être en œuvre qu'en 2019, mais on n'a pas attendu d'avoir ce plan pour agir. Donc, en tout cas, on est à la disposition des professionnels, des entreprises du déchet également, puisqu'il faut qu'on travaille tous ensemble sur ces perspectives. On a cette chance que la région Sud a la compétence de développement économique. Donc, avec cette perspective-là, on doit pouvoir travailler tous ensemble pour arriver à avoir une vraie dynamique régionale. En tout cas, merci de votre participation. Et merci. Comme ça, on va pouvoir échanger les cartes et se revoir bientôt. À la CAPEB, nous avons une devise, c'est plus fort ensemble. Bravo. Écoutez, on Merci. va la faire nôtre. Merci. Merci à tous.